Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons explorer ensemble comment mettre en place un processus d'engagement actionnarial efficace. Je suis Sabrina Ouida, je suis Chief Impact Officer et cofondatrice de WeFin. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir à ce deuxième webinaire de cette année. Je serai la modératrice durant cette session. Nous avons effectivement, lors du précédent webinaire, dans lequel nous avons exploré la thématique des exclusions, on s'est interrogé dans quelle manière est-ce qu'il était pertinent, efficace d'exclure systématiquement des entreprises de son portefeuille lorsque ça ne répond pas à sa politique globale. Et donc ce débat nous a naturellement amené à envisager la question de l'engagement actionnarial. Et c'est tout naturellement qu'on a fait aujourd'hui, on a dédié un webinaire sur le sujet et dans lequel nous allons pouvoir explorer cette thématique avec deux intervenantes de renom. On a Lorraine Egart de la CDC et on a Marie Marché. Avant de pouvoir présenter chacune, je vais laisser tout début Pauline Bertoulou, qui est lead expert au sein de l'équipe WeFin, pour nous faire une keynote sur c'est quoi un processus d'engagement actionnarial, depuis quand ça existe, c'est quoi les exigences qui sont attendues et qu'est-ce qu'elle a pu voir comme nouvelles pratiques, des choses qui fonctionnent bien. À toi, Pauline. Merci Sabrine. Du coup, en faisant quelques recherches pour préparer cette keynote, j'ai pu noter que finalement, sur la place financière aujourd'hui, en Europe, on a quand même une question qui revient très souvent, c'est y aura-t-il un stewardship code européen, ou plutôt à quand on pourrait avoir ce code? Bien que la place européenne soit plutôt avancée sur la finance durable, on a eu par exemple les CFDRD 2020, le principe de double matérialité, on a aussi la première taxonomie environnementale quand même. On se rend compte qu'il y a peut-être un trou dans la raquette en matière d'engagement sur la partie réglementation. Donc avant d'initier cette table ronde, moi je voulais juste rappeler ce que c'était que l'engagement. Donc en fait, l'engagement, c'est des investisseurs qui prennent position pour des enjeux E, S et G et qui font usage de leur capacité d'influence pour exiger des entreprises qu'elles améliorent sur le long terme leurs pratiques. Donc pour ça, ils ont un peu deux biais. Ils ont à la fois le dialogue, mais ils ont aussi le droit d'exercer des votes durant les AG. Donc là, on a posé le cadre et maintenant, on peut faire un peu un retour en arrière, puisqu'en fait, on a les prémices de la finance durable qui arrivent à peu près il y a un siècle, au début du XXe siècle, avec les Quakers qui avaient déjà en fait désinvesti ce qu'ils appelaient à ce moment-là les sin stocks. L'engagement, quant à lui, il arrive un petit peu plus tard. Déjà parce qu'il y a un prérequis pour l'engagement. Tout simplement, il faut qu'on ait une ouverture du capital des entreprises. Or ça arrive que dans les années 30. Donc à partir de là, les investisseurs ils commencent à avoir suffisamment de parts, tout simplement pour pouvoir prendre position dans les entreprises et dans les AG. Ensuite, on a les premières actions d'engagement qui arrivent dans les années 40. Donc plutôt du côté de nos amis américains, avec notamment des fonds qui vont commencer à proposer des choses durant les AG. C'est le cas par exemple du fonds CalPERS, c'est le fonds de la caisse de retraite des fonctionnaires de Californie, qui a conduit de multiples engagements sur des thématiques environnementales et éthiques. Et l'une des plus connues, elle arrive bien plus tard, elle est dans les années 80, c'est plutôt, elle visait la baisse du prix en fait, des traitements anti-sida en Afrique. Ensuite, dans les années 70-80, donc ce mouvement d'engagement actionnarial, qui était alors appelé l'engagement activiste, il prend beaucoup plus d'ampleur. Et on entend encore peu parler en Europe. Finalement, c'est plutôt outre-Atlantique que ça se passe, puisque l'aspect social dans les propositions de résolution, il commence à vraiment s'intégrer. C'est assez monnaie courante de les retrouver dans les AG. On peut citer par exemple le cas de Kodak ou encore de General Motors, qui ont eu des actionnaires en fait, qui leur ont demandé, lors des AG, de modifier leur stratégie d'emploi, puisqu'elles étaient alors considérées comme racistes. Et puis à ce moment-là, c'est un peu plus médiatisé. On a des fonds qui vont se regrouper, former des associations qui deviendront plus tard même la coalition Climate Action 100+. Donc là, on a pu un peu balayer de ce qui s'était passé du côté des anglo-saxons, mais à partir des années 2000, on a justement l'engagement actionnarial qui commence à se faire une place chez nous, en Europe, avec notamment en 2001, par exemple, la création du FIR. Donc là, on a des associations et des coalitions qui vont se multiplier. Mais en fait, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc quasiment 25 ans plus tard, sur ces pratiques. En Europe, au niveau réglementaire, malgré que l'engagement, ce soit quand même un sujet qui a été pris en main par les acteurs depuis très longtemps, finalement, c'est assez peu mature. Puisque on a SFDR, qui est un peu notre socle commun sur la finance durable en Europe, mais qui n'intègre pas vraiment cette question dans ses articles.
C'est d'ailleurs l'un des axes d'évolution de SFDR, puisque dans les nouveaux plans templates qui sont en préparation, on a une question qui est dédiée à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on va venir demander aux investisseurs s'ils souhaitent, s'ils désirent intégrer la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans leurs objectifs. Et pour y répondre, vous pourrez cocher une case en fait, qui montre que c'est l'engagement que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs. L'intégration de l'engagement dans SFDR, ça va peut-être aller encore plus loin avec la revue du niveau 1 de SFDR, puisqu'on va avoir des labels maintenant pour les fonds, a priori, et on aurait maintenant des fonds en transition, pour lesquels l'engagement, c'est vraiment une valeur centrale. Nos voisins d'outre-Manche, eux, ils ont un peu pris la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils sont tout juste en train d'implémenter un règlement de disclosure avec la SDR, et en fait, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont mis en place leur premier stewardship code. Ensuite, ça a un peu poussé comme des champignons autour du monde, sauf en Europe. On a le Japon, la Suisse qui ont aussi adopté ce genre de code-là. Finalement, en fait, en Europe, c'est des initiatives de place comme les PRI ou encore des labels qui ont poussé l'engagement à s'incrémenter vraiment dans les activités des investisseurs, au-delà de ce qu'eux aussi avaient envie de faire, bien sûr. On a notamment le label ISRV3 qui arrive là et qui a un peu une préoccupation sur la place et qui va demander dorénavant aux fonds labellisés de voter au moins à 90% des AG françaises, de démontrer que s'ils n'exercent pas leur droit de vote, il y a des raisons, ou encore de pouvoir mettre en place un processus d'escalade dans le cas où un dialogue n'aboutirait pas et qui mènerait au désinvestissement. Donc c'est quand même assez contraignant. Et enfin, en France, on a chaque année la publication du fameux article 29 LEC dans lequel on a toute une partie qui est dédiée à l'engagement. Et chaque année, l'ADEME, qui est notre agence de transition nationale, va passer au peigne fin ces articles-là. Donc c'est plus de 700 entreprises financières qui le publient. Et voilà, cette année, l'ADEME, ils ont quand même relevé une problématique centrale sur la partie d'engagement. Donc je cite, « Il est très difficile d'apprécier la qualité d'un dispositif d'engagement à partir d'indicateurs quantitatifs qui ne disent rien de l'ambition du sujet. » Ce qui prouve que même les acteurs qui ont de fortes convictions, qui ont de fortes connaissances en la matière, ont des difficultés à analyser les pratiques d'engagement. Et cela explique pourquoi on a 57% des investisseurs aujourd'hui qui se disent prêts à pousser de nouvelles réglementations en termes de transparence sur l'engagement. Alors que d'un autre côté, ils sont quand même assez nombreux à relever le fait que ce soit toujours très complexe de mettre en place toutes les réglementations sur la finance durable. Donc on voit bien que les acteurs de la place, ils ont tous pris la mesure de l'importance de l'engagement. Les actions de vote sont de plus en plus regardées par les ONG, la société civile ou les investisseurs finaux. Et c'est normal, parce que c'est un levier très très puissant. Par exemple, on a quand même au Texas, qui est quand même un État pas forcément pro-ESG, le tribunal qui a rejeté la plainte d'ExxonMobil, qui avait attaqué l'un de ses actionnaires, l'un des fonds actionnaires, pour faire annuler une résolution qu'il avait demandée. L'actionnaire, il avait demandé quoi? Il avait demandé à la major pétrolière, au travers d'une résolution, de reporter sur le scope 3 de ses émissions. Donc finalement, ça devrait passer. On voit là qu'on a vraiment un levier hyper puissant sur l'engagement. On a malheureusement aussi un revers de la médaille qui se fait ressentir. Parce que l'engagement, il ne peut plus être traité par les acteurs financiers un peu comme la cerise sur le gâteau des stratégies de durabilité. Et certains comprennent que faire reposer leur stratégie de durabilité sur l'engagement, que ce soit partiellement ou totalement, c'est vraiment contraignant, c'est chronophage, ça demande du temps et de l'implication. Et du coup, il y en a certains qui peuvent être amenés à baisser les bras. C'est le cas par exemple d'une centaine d'acteurs américains qui, face aux revendications du House Judiciary Committee aux États-Unis, ont décidé de quitter la coalition que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc la Climate Action 100+. Et donc du coup, aujourd'hui, ça se pose cette question. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cette fois-ci ce désengagement de la part des investisseurs financiers? Et je pense que du coup, le but d'aujourd'hui, c'est aussi de répondre à cette question. Passons maintenant à notre table ronde avec donc deux intervenantes de renom qui vont nous exposer deux typologies d'engagement assez différents. Effectivement, il y a l'engagement bilatéral et l'engagement collaboratif et donc ça va nous permettre d'avoir cette complémentarité pour que ça soit utilisable pour les investisseurs. Je commence par Lorraine Egard. Vous êtes responsable du service investissement responsable à la direction de la gestion d'actifs de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est le 4e investisseur institutionnel de France avec 300 milliards d'actifs sous gestion et qui a cette particularité d'avoir adopté une approche complètement internalisée de la partie engagement actionnarial, du dialogue. Vous avez une gestion donc 100% interne et qui vous permet d'avoir ce lien entre vos analystes gérants en interne avec les dirigeants des différentes entreprises que vous avez en portefeuille. Et donc
dialogue continu que vous avez, qui est associé notamment avec un niveau d'exigence, on va en parler, de votre politique d'engagement et les fondements qui la constituent, vous permet à la fois de faire progresser ces entreprises et de vous assurer notamment de cet alignement entre leur trajectoire et avec votre politique d'engagement et votre charte ESG au sens large. Marie Marché, vous êtes responsable de l'engagement au Forum pour l'investissement responsable. Donc le FIR incarne effectivement cet engagement collaboratif qui va faire collaborer à la fois des investisseurs, d'autres parties prenantes comme les ONG et les syndicats pour faire progresser notamment les pratiques des entreprises. La plateforme engagement a été lancée, comme l'a dit Pauline, en 2021 dans la continuité de l'initiative Cordiale et qui va mener des activités assez diverses dans le cadre de l'engagement. On va pouvoir en parler de manière beaucoup plus précise, mais on peut citer effectivement les campagnes annuelles que vous envoyez, les engagements thématiques, les briefs investisseurs, plein effectivement d'axes d'activités pour pouvoir faire progresser ce sujet, notamment en France. Avant de commencer aussi cette table ronde, j'aimerais aussi inviter notre public, les spectateurs de ce webinaire à nous poser les questions sur le chat. Les équipes de la CDC, du FIR et WIFIN se chargeront d'y répondre par écrit. On a plein de thématiques à aborder. D'ailleurs, on les a divisées en différentes catégories. On va pouvoir explorer ensemble les différents objectifs, comment mettre en place une stratégie d'engagement, la partie process, la collaboration entre les équipes, comment s'outiller lorsqu'on a effectivement un process qui est très avancé. Et on va pouvoir donner quelques exemples de choses qui peuvent être notamment automatisées. On va pouvoir aussi regarder les résultats de l'engagement et notamment les liens avec les différentes thématiques. Alors, on va commencer au tout début, effectivement, sur la partie objectifs et stratégie d'engagement. On va commencer par Lorraine. Lorraine, si on a parlé effectivement de la CDC et de cette place qui est différenciante que vous avez sur l'engagement bilatéral. C'est quoi les piliers essentiels qui constituent cette stratégie d'engagement et comment vous sélectionnez les entreprises avec lesquelles vous entrez dans un processus d'engagement? Oui, alors la stratégie, elle est assez simple à la Caisse des dépôts, je pense, parce qu'on a des doctrines publiques thématiques. Donc on a une charte finance responsable dans laquelle on va décrire nos exclusions et nos engagements sur les droits humains, la chaîne de valeur. On a une politique climat et une politique biodiversité. Et donc dans ces documents qui sont publics, on va très précisément écrire les entreprises qu'on doit exclure et les entreprises qu'on doit engager et ce sur quoi on doit les engager. Donc on va aller même décrire certains secteurs et sous-thèmes d'engagement. Donc si je prends l'exemple de notre politique climat, on a une politique sectorielle sous-jacente, climat par exemple sur le secteur du transport et sur le secteur des fossiles. Et donc à l'intérieur, on va définir sur quel thème on doit engager les entreprises notamment. Et puis on a aussi bien sûr un pilier et un levier très important qui est notre politique de vote et notre guide de vote, puisqu'on vote sur toutes les assemblées générales des entreprises dans lesquelles on est investi. Alors, comment on sélectionne des entreprises? C'était la deuxième question. Exactement. Donc ça, c'est assez simple. On fait un plan, on appelle ça un plan d'engagement ciblé en janvier, donc en début de chaque exercice. Et on va sélectionner des secteurs et des thèmes qu'on n'a pas couverts auparavant. Donc, si je prends l'exemple de la biodiversité, par exemple, quand on a commencé l'engagement biodiversité, on avait assez naturellement commencé par le secteur de la chimie et de l'agroalimentaire. Ça avait du sens de commencer par ces secteurs-là qui sont très impactants. Et l'année dernière, on a décidé pour la biodiversité d'engager le secteur de l'automobile parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc il y a une notion de cycle. Ok. Très intéressant, un grand merci. Du côté du FIR, effectivement, vous aussi, vous avez défini
la politique, la stratégie d'engagement au niveau du FIR, comment aussi vous sélectionnez potentiellement les thématiques et les entreprises avec lesquelles vous entrez aussi en engagement collaboratif. Oui, merci. Déjà, peut-être pour revenir un tout petit peu sur la manière, la gouvernance et la manière de procéder. Donc, la plateforme d'engagement fonctionne avec une commission d'engagement qui est composée aujourd'hui d'une 50aine de membres du FIR, dont une majorité sont des investisseurs, soit investisseurs institutionnels, soit sociétés de gestion, mais qui aussi représentent les parties prenantes, les différentes parties prenantes du FIR, donc à la fois des sociétés de conseil, des ONG, des syndicats, mais aussi des personnalités qualifiées. Et donc cette commission, elle va à la fois valider les sujets suggérés par les membres salariés du FIR sur l'engagement, mais aussi proposer des sujets en fonction des priorités de chacun. Et donc l'organe de pilotage concret de cette commission qui met en œuvre les choses, c'est donc la plateforme d'engagement. Ensuite, il y a plusieurs activités qui sont regroupées sous cette dénomination de plateforme. Il y a à la fois le sujet le plus historique, entre guillemets, pour le FIR, c'est sa campagne de questions écrites ESG en Assemblée Générale, qui chaque année, depuis 2020, il y a une dizaine de questions qui sont adressées au CAC 40, sur des sujets ESG, et qui sont posées par des représentants de cette commission engagement, justement. On a aussi également développé des campagnes thématiques, on y reviendra par la suite, des briefs investisseurs, tout un travail de plaidoyer et d'analyse sur les CA Climate. Et enfin, dernièrement, on a lancé un club SMID pour engager les petites et moyennes entreprises françaises. Donc toutes ces activités ont pour objectif d'accompagner les membres et notamment les investisseurs, soit en leur donnant un éclairage, par exemple les briefs, soit en initiant des actions collaboratives, des initiatives collaboratives d'engagement. On a aussi sur la question de comment est-ce qu'on choisit les entreprises qu'on va cibler. Donc aujourd'hui, en tant que forum pour l'investissement responsable français, on cible en priorité les entreprises françaises. Et donc aujourd'hui, à la fois les plus grandes capitalisations, mais aussi les plus petites, donc avec ce lancement du Club SMID. Donc c'est justifié par notre proximité géographique, le local, qui est souvent un argument avancé qui contribue au succès des engagements, cette proximité géographique. Voilà, mais on ne s'empêche pas pour autant d'élargir notre périmètre à des entreprises européennes, voire mondiales, dans la mesure où elles ont un impact sociétal fort et aussi une activité en France de manière générale. J'aimerais bien revenir, du coup, Marie, sur le Club SMID, parce que ça, c'est un focus qui peut potentiellement intéresser ceux qui nous écoutent. Donc, ce lancement du club qui va cibler les petites et moyennes entreprises. Quels sont les objectifs et pourquoi vous avez choisi de cibler cette typologie d'acteurs? Qu'est-ce que ça apporte finalement? L'importance finalement de cibler ces entreprises. Oui, donc effectivement, on a lancé ce club en fin d'année dernière en partant d'un constat, c'est que d'une part, les entreprises petites et moyennes capitalisations étaient moins formalisées, avaient moins formalisé leur politique ESG que les grandes, et d'autre part que les investisseurs étaient de manière générale moins organisés collectivement que pour les grandes capitalisations françaises pour faire de l'engagement. Et donc, ce club a été lancé avec une logique d'accompagner un maximum ces SMID dans leur formalisation de leur politique ESG, dans leur progrès sur leur sujet ESG, de manière générale.
Donc l'objectif, c'est à la fois de créer une communauté qui va mutualiser ses connaissances, collaborer, définir des attentes communes et enfin accompagner, comme je disais, ces entreprises dans leur transition. Aujourd'hui, on en est à quasiment un an après, à une vingtaine de membres investisseurs qui contribuent et une vingtaine d'entreprises ciblées au travers de 3 groupes de travail sur 3 thématiques qui sont le capital humain, la gouvernance et les enjeux de CSRD. Donc, c'est des entreprises cotées ou ça peut être Oui, aussi c'est des entreprises cotées. Okay. Oui. Donc voilà, ok, très bien. Merci beaucoup Marie. On va passer à la deuxième partie sur le processus et les équipes impliquées. J'ai une question pour vous Lorraine. Quelles équipes sont impliquées à la CDC dans le processus d'engagement et comment vous arrivez à impliquer, à intégrer les gérants de portefeuille dans ce processus? Oui, alors donc c'est assez naturellement l'équipe ESG qui va être impliquée et puis absolument tous les gérants, aussi bien les gérants actions que les gérants crédit. Pour les engagements, ils sont présents à tous les rendez-vous d'engagement, donc c'est un principe de la Caisse des dépôts, il y a toujours un analyste ESG et un gérant à un rendez-vous d'engagement. Sachant que nous, notre action, elle tourne vraiment autour des rendez-vous bilatéraux. On fait très peu d'enquêtes. On en a fait 2 seulement en 10 ans. On fait des enquêtes quand il y a un sujet nouveau et qu'on veut faire une impulsion sur une tendance lourde. Autrement, on est vraiment sur du one-one, comme on dit, donc avec un analyste ESG, un gérant. Tous les gérants de la Caisse des dépôts sont incentivés sur l'ESG de manière quantitative. Donc ils ont dans leurs variables des objectifs sur la décarbonation des portefeuilles par exemple, mais aussi sur l'engagement et donc les rendez-vous d'engagement. Donc on est bien aligné entre les gérants et l'équipe ESG qui est intégrée à la gestion. Et puis en plus, historiquement, à la Caisse des dépôts, à la gestion de la Caisse des dépôts, l'intégration ESG, elle s'est faite presque à l'envers, je dirais, puisque il y a environ 15 ans, il y avait une équipe gouvernance, j'allais dire seulement, même si c'est très important, c'est un des piliers de l'ESG, mais on a toujours internalisé l'analyse de l'Assemblée générale et le vote. Donc il y avait une équipe qui faisait de l'engagement gouvernance et de l'engagement avant les assemblées générales avec les gérants. Mais finalement, l'engagement climat, biodiversité, droits humains, c'est les gérants qui l'ont initié. Par exemple, pour le climat autour de 2015, puisque l'équipe dédiée ESG à l'intérieur de la gestion d'actifs de la Caisse des dépôts, intégrée à la gestion d'actifs, elle a été créée en 2020. Donc il y a énormément d'engagement qui a été conduit par les gérants avant qu'il y ait cette équipe spécialisée par thématique qui arrive. Donc ils étaient déjà impliqués en fait dans le dialogue actionnarial via leur roadshow financier dans lesquels ils intégraient déjà des questions climatiques déjà en 2015. Merci Marie. Merci Lorraine, pardon. Marie, en tant que effectivement représentante du FIR, vous avez des membres aujourd'hui qui ont aussi mis en place des processus d'engagement, sûrement effectivement moins avancés que ce que fait la CDC, notamment pour les plus petites structures qui ont moins de moyens, moins de possibilités d'agir directement avec autant d'entreprises engagées, de dialogue. Qu'est-ce que vous avez pu observer comme bonne pratique aussi pour des plus petites structures? Oui, donc effectivement sur l'engagement collaboratif, il a plusieurs avantages, notamment pour des plus petites structures comme vous le mentionniez.
il a donc cet avantage de permettre à des plus petits géants d'actifs de se coaliser et davantage peser dans le capital de l'entreprise et donc d'avoir un levier d'influence potentiellement plus grand. Et d'autres avantages aussi qu'on peut relever, c'est celui de pouvoir mutualiser les connaissances, l'expertise et potentiellement aussi un gain de coûts et de moyens dans le sens où on peut partager aussi le temps alloué sur à la fois des boîtes mais aussi sur les différentes recherches que ça suppose. On a aussi, ça permet aussi de définir des attentes communes et potentiellement, dans le cas d'un engagement qui concernerait plutôt les pouvoirs publics, d'influencer des réglementations ou des politiques publiques. Merci. Lorraine, j'ai une question au niveau du process. Lorsqu'on avait échangé ensemble pour préparer ce webinaire, il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, parce que c'est quelque chose qui est propre à votre process, c'est le fait d'avoir une analyse sur l'engagement des entreprises qui se base sur le ressenti, quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé. Comment vous qualifiez ce ressenti et comment vous l'avez intégré dans l'évaluation finalement de l'engagement et de ce que font les entreprises lorsqu'elles répondent à vos sollicitations? Oui, merci pour cette question. C'est vrai que le ressenti, c'est assez important pour nos analystes. Et en fait, ça va venir compléter notre opinion. Par rapport à ce que disait Marie précédemment, c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources, de temps de la part des équipes. Donc la manière dont on l'intègre, nous, c'est qu'après chaque rendez-vous, déjà, on va débriefer en fait, entre les analystes, les différents analystes qui étaient présents à l'appel ou au rendez-vous avec l'entreprise. Et on va écrire dans notre compte rendu un ressenti sur la manière dont s'est déroulé le rendez-vous ou la manière dont l'entreprise a réagi à certaines questions, demandes. Alors, c'est vraiment utile dans certains cas. Donc, par exemple, nous, on est actionnaire minoritaire. On n'est pas au conseil des entreprises. Et si on veut évaluer la gouvernance d'une entreprise ou si on se pose des questions sur une gouvernance, la meilleure solution en tant que partie prenante externe, en fait, c'est de rencontrer déjà plusieurs interlocuteurs. Donc nous, on va rencontrer des interlocuteurs d'entreprise à différents niveaux. Parfois, on va rencontrer des experts dans le département RSE, par exemple. On va pouvoir rencontrer des membres du conseil. En roadshow, les gérants, ils rencontrent beaucoup les directeurs financiers. Et on rencontre aussi régulièrement les directeurs généraux. Et donc, ça fait un panel de rendez-vous qui nous donne en fait une impression, un sentiment vis-à-vis d'une entreprise. Donc, sur une gouvernance, si on se demande par exemple s'il y a assez d'équilibre à la tête de la société, si la parole est libre au sein du conseil, si on rencontre à la fois des membres du COMEX, à la fois des membres du conseil, on va orienter nos questions là-dessus. Et après, nos ressentis des différents rendez-vous vont être inscrits dans nos comptes rendus et nos opinions. Alors après, ça peut évoluer dans le temps, parce que c'est des choses qui peuvent changer. Notre opinion n'est pas figée sur une entreprise. Ça évolue quand même régulièrement. Mais voilà, ça nous donne une petite fenêtre sur peut-être la culture de l'entreprise, qui est quelque chose qui est vraiment très difficile à palper quand on est actionnaire minoritaire. Et puis aussi, je pense que c'est très utile quand on a des controverses. Donc des controverses parfois assez graves. On va faire très attention à inscrire notre sentiment, notre ressenti, parce que finalement, on peut avoir des entreprises très défensives. Quand on parle d'une controverse, quand on aborde un sujet difficile, un sujet juridique, un sujet, surtout quand c'est en cours. Et donc ça va nous donner aussi des éléments sur
les actions de rémédiation que l'entreprise va peut-être mettre en place ou pas, et comment l'entreprise elle se positionne en fait face à ce challenge. Donc voilà, on l'utilise comme ça. Merci beaucoup. On va passer à la partie qui va aller dans le sens de la partie collaboration entre les équipes, du processus qui est ici chez vous à la CDC assez personnalisé, qui mêle à la fois du qualitatif, du quantitatif. Et d'ailleurs, effectivement, lorsqu'on a échangé ensemble, on est très vite arrivé un peu au constat que pour soutenir effectivement ce processus d'engagement, il est nécessaire d'être outillé. Et les outils actuels, ils ne répondent pas toujours à cette brique finalement de personnalisation, des choses qui ne sont pas que quantitatives, des choses qui nécessitent effectivement d'impliquer plusieurs équipes, de pouvoir avoir un workflow. Qu'est-ce que vous attendez d'un outil dédié à l'engagement pour soutenir, améliorer notamment l'efficacité d'un process interne ? Alors, on attend beaucoup de choses, j'imagine beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'idéal, voilà, d'un outil d'engagement. Bon, nous, on travaille on descend jusqu'au niveau de la question posée. Donc, on a le niveau de la thématique, du secteur, de l'entreprise et de toutes les questions qu'on a posées chaque année aux entreprises. Donc déjà, ça fait un volume à traiter de questions et en face, bien sûr, la réponse qu'on a obtenue de l'entreprise et comment on va la qualifier. Mais ce qu'on attend donc l'outil d'engagement doit traiter tout ça en workflow parce que les processus d'escalade d'engagement, ils sont souvent sur 2-3 ans. Hein. C'est rare sur, par exemple, une demande de stratégie d'alignement 1,5 degrés, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas en 1 an ou en 2 ans, ça prend plusieurs années. Donc c'est un volume à traiter et une granularité aussi des thématiques, des sous-thématiques, des questions. Mais surtout, je dirais, ce qu'on attend, c'est que l'outil puisse faire le lien avec tout le reste. Parce qu'en fait, toutes les données brutes ESG qu'on utilise par ailleurs, ou ce qu'on fait aussi sur le vote, nos analyses sur les controverses, nos analyses sur les financements verts, tout ça, en fait, ça va nourrir nos actions d'engagement. Donc, on attend que ce soit en lien avec toutes nos autres actions et analyses ESG, en fait. Marie, sur la partie outillage, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce que peut aussi attendre le FIR comme outil de place qui peut soutenir l'engagement en général, mais aussi collaboratif, parce que effectivement, c'est une ressource que vous mettez à disposition à la place, qui peut être clairement être utilisée de 2 manières. On a vu soit en intégrant un process d'engagement collaboratif sur une thématique spécifique, mais aussi utiliser tout ce qui ressort comme information pour alimenter même un engagement bilatéral. C'est quoi votre avis sur un outil qui peut gérer potentiellement ces 2 aspects ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il a été rappelé en introduction, comme on en discute là, mais il y a un petit peu un trou dans la raquette en termes de formalisation des cadres, de cadres pour formaliser et bien structurer son activité d'engagement. On peut aussi rappeler qu'il existe la Shareholder Rights Directive qui a été révisée en 2017 et qui quand même demande à un investisseur de publier un rapport d'engagement et une politique d'engagement d'une part et un rapport d'engagement. Donc il y a quand même ce minimum de cadre, mais qui ne formalise pas vraiment, qui n'est pas vraiment très contraignant en termes de contenu et de granularité aussi de l'information contenue. Donc sur ce constat, on essaye au FIR de permettre aussi d'apporter quelques outils. On n'est pas
je pense, encore totalement abouti, mais on essaye de le faire par morceaux. On a par exemple rédigé en 2023 un espèce de guide qui s'intitulait Agir en Assemblée Générale. Un guide pratique pour expliquer un petit peu quels sont les différents outils à la disposition d'un investisseur actionnaire pour agir dans le cadre de l'Assemblée Générale, que ce soit via les questions écrites, les points à l'ordre du jour ou encore le dépôt de résolution. Et aussi en fait comment agir de façon collective la plus efficace possible en reprenant l'action dans le cadre de cette Assemblée Générale et l'associer, comme disait Loane, à toute la temporalité qu'il y a avant et après l'Assemblée Générale, puisque l'action d'engagement ne s'arrête pas à ce moment-là. Donc voilà à peu près où on en est. On a aussi, pour citer d'autres outils, la plateforme des PRI, des Principles for Responsible Investment, la Collaboration Platform, qui est très utile à la fois pour créer un espace d'initiative collaborative et s'informer sur l'existant. Je pense que ce genre d'outil aussi est très, très utile. En écoutant effectivement vos réponses, je vois plusieurs choses. Je vois à la fois la nécessité effectivement de traiter une granularité, un workflow qui puisse soutenir les équipes opérationnelles, mais aussi de pouvoir intégrer plein de sources d'informations aussi qui peuvent être externalisées, notamment avec des plateformes collaboratives comme celle du FIR. Nous, côté WIFIN, si effectivement je parle de notre philosophie, de comment on a pensé notre module engagement, on a voulu effectivement faire deux choses. La première, pouvoir faire collaborer les équipes entre elles. Ça a été au-delà du module engagement. Toute la philosophie de notre plateforme, c'est la partie collaboration, mais aussi de permettre une flexibilité assez importante sur la manière d'utiliser ce module, parce qu'on sait effectivement que les pratiques peuvent être complètement différentes. Et l'idée, c'est pas de standardiser les pratiques, mais plutôt de donner un outil d'automatisation sur certains éléments. Il y a des éléments quantitatifs qui peuvent être complètement automatisables, et les éléments, tout ce qui est qualitatif, de pouvoir notamment l'exploiter, comme le fait de pouvoir mettre ses ressentis, d'avoir quelque chose qui va au-delà de ce qui est, on va dire, des éléments de base d'un process d'engagement. Et aussi, un point assez important, c'est la granularité. Effectivement, dès qu'on dit on veut donner de la flexibilité, on est assez conscient que ça demande une granularité assez importante, de pouvoir faire de l'engagement bilatéral, notamment. Ça nécessite potentiellement d'avoir plusieurs angles de vue, au niveau entité, au niveau campagne d'engagement, au niveau d'une thématique, et de pouvoir effectivement intégrer toutes les sources. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui va pouvoir être assez utile, on pense, pour nos clients. Et un point aussi, vous avez aussi évoqué, c'est la vision dans le temps. Parce qu'un engagement, effectivement, c'est pas que du one shot, c'est des choses qui on va pouvoir regarder à la fois sur le passé, mais aussi, on en parlera un peu plus sur la partie prospective. Et la partie passée, c'est la nécessité d'apporter aussi un versioning des différents campagnes d'engagement. Et on sait aussi que l'engagement, c'est une multitude d'actions. Ce n'est pas qu'une seule action, de pouvoir avoir aussi ces différentes versions, comment on a pu faire progresser avec des appels, des mails, des rencontres en bilatéral. Donc ça, effectivement, ça fait assez bien le lien avec ce que vous venez de dire. On va passer à l'avant-dernière thématique, c'est la partie évaluation et résultats de l'engagement. Il était important pour nous de rappeler que l'engagement, c'est pas
que le nombre de contacts réalisés. Ça va beaucoup plus loin. Et j'ai une question pour vous, Lorraine. Vous, comment vous déterminez si un engagement est un succès ou un échec? Et c'est quoi les critères que vous utilisez pour qualifier, pour évaluer ces résultats? Alors, c'est pas facile Oui. de qualifier un engagement. On a fait en interne une petite cartographie où on définit ce qu'est un succès fort, un succès modéré, un échec fort et un échec modéré. Donc, pour chaque question ou demande, l'analyste va remplir, va qualifier le résultat de l'engagement avec ces 4 catégories, où il y a une autre catégorie qui est aussi première demande, parce qu'effectivement, on a beaucoup de premières demandes tous les ans, donc soit d'entreprises qu'on n'avait pas engagées auparavant, soit parce qu'on les engage sur un nouveau thème, en fait. Donc on n'attend pas que l'entreprise nous dise tout de suite qu'elle est en capacité de répondre à notre demande, parce que c'est souvent impossible. Donc effectivement, comme vous le disiez, ça s'articule dans le temps. Et donc les analystes débattent entre eux parfois entre un succès fort, un succès modéré. Donc un succès fort, on l'a vraiment défini comme une avancée sur une demande qui est stratégique à la fois pour l'entreprise et dans notre politique à nous, Caisse des dépôts. Et donc un succès modéré, par exemple, ça va être parce qu'on a eu un résultat partiel. Donc on a eu, la moitié des informations qu'on demandait. L'échec modéré, c'est vraiment quand on stagne, qu'il n'y a pas de progrès. Et après, donc pour l'échec fort, c'est quand on nous dit plutôt non, que notre demande ne sera pas suivie d'action. Et donc là, on a un comité qu'on appelle un comité dialogue, parce que l'échec fort dans le temps, donc si c'est au bout de plusieurs années et que ça perdure, va avoir un impact sur la détention. Et donc ça, on va le porter au comité. Pour être certain qu'on l'a bien qualifié et défini, et que toutes les gestions et tout le département est d'accord là-dessus. Marie, j'ai aussi une question un peu complexe, parce que dans le cadre de l'engagement collaboratif, comment effectivement mesurer ce succès? Comment vous abordez le défi de la mesure et l'attribution de l'efficacité d'un engagement collaboratif, et le fait de pouvoir aussi communiquer dessus en tant qu'investisseur? Oui, donc je rejoins Lorraine sur le fait que ce n'est pas une question simple. Et je pense que c'est une question qui est même qui a encore de multiples réponses déjà sur qu'est-ce qu'un succès. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui fait consensus aujourd'hui, parce que on peut appeler succès un engagement qui aura porté sur des éléments de transparence, donc qui va apporter plus d'informations à l'investisseur, mais qui n'aura pas un impact direct sur à la fois les pratiques de la société et dans une plus large perspective sur la société en elle-même. Et donc, voilà, il y a, je pense, encore un travail de consensus à trouver sur la définition du succès. Cela étant dit, je pense que le label ISR, la V3 qui a été mentionné en introduction, et il a quand même, pour mentionner cet exemple, mais il y en a sûrement d'autres, mais voilà, il a quand même essayé de structurer, s'est efforcé de structurer un petit peu comment procéder pour une procédure d'engagement efficace, donc en demandant de se fixer des objectifs clairs, d'avoir des indicateurs de suivi dans le temps, et une échéance également pour cet engagement, et également de reporter sur les résultats de cet engagement. Donc ça, c'est un peu le socle de base, disons, pour un engagement efficace.
Et ensuite, sur l'attribution de l'efficacité de l'engagement ou du succès de l'engagement, là aussi, c'est pas facile. Il y a dans la mesure d'impact une des conditions, c'est l'additionnalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à démontrer voilà, pour un investisseur aujourd'hui. Cela étant dit, on a quand même, on voit émerger quelques efforts et quelques tentatives de démontrer cet impact. On peut penser par exemple à des demandes qui sont formulées aux entreprises aujourd'hui d'expliquer que les actionnaires ont eu un rôle dans les changements ou les progrès qu'ils ont effectués. On a aussi, je pense, le rôle joué par la structuration de plus en plus des initiatives collaboratives qui vont définir un rôle à chacun des investisseurs, que ce soit lead ou support, et qui permet en partie, en tout cas, d'éviter ce phénomène de freerider où il y a des investisseurs qui viennent sur des engagements et qui en fait disent contribuer sans réellement le faire. Très bien. Ce point effectivement de mesurer le succès et l'échec, nous, côté Wifin et sur la plateforme, on le voit aussi sur la nécessité de le voir aussi dans le temps et sur la partie très prospective. Notre philosophie, c'est aussi de pouvoir lier un score ESG, par exemple, au fait de voir si la thématique d'engagement a eu une incidence ou pas, ou tout simplement si on se dit, voilà, tel émetteur s'est engagé à une réduction des émissions carbone sur 5 ans de X%, disons 20% si on est assez ambitieux, de pouvoir effectivement lier dans le temps, de regarder comment ça se met en place au niveau du KPI en question, notamment pour répondre, comme Pauline l'avait dit en keynote, à un point du label ISR sur les plans de transition, de pouvoir mesurer dans le temps et de regarder ce phénomène très très dynamique. Et là, effectivement, c'est un point qui permet de lier indicateurs avec les process d'engagement et potentiellement de pouvoir également, si l'investisseur le souhaite, intégrer un processus également d'alerte. Aujourd'hui, on a beaucoup des plans de contrôle, des plans d'alerte sur des données figées sur la partie indicateur ESG qui se rapporte sur des données passées dans les rapports d'entreprise. Ça va être aussi intéressant de voir la partie alerte qui vient soutenir aussi les process d'engagement et de pouvoir remonter, comme ce que vous faites aussi, Lorraine, à la CDC, remonter si au bout de X années, l'entreprise n'a pas pu effectivement répondre, c'est ce que vous appelez un échec grave. Ce fameux processus d'escalade pour pouvoir prendre une décision à ce moment-là de désinvestissement ou pas, voilà, en fonction de la politique de chaque investisseur. Ça va faire le lien effectivement cette thématique de ce que je dis avec la dernière partie, le lien avec les autres thématiques ou les autres process de ESG dans le cadre de sa stratégie globale. Lorraine, si on s'intéresse effectivement aux controverses, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais comment vous faites le lien entre les activités d'engagement et le suivi, la gestion des controverses ESG? Alors, à la Caisse des dépôts, on a un comité controverse et donc il peut y avoir plusieurs décisions qui découlent de l'analyse d'une controverse. Donc, dans des cas très graves ou très sévères, extrêmes, ça peut être une cession, un allègement ou un non-renforcement. Mais donc, dans des cas qui sont moins graves, le comité peut décider que l'aboutissement, c'est une action d'engagement, donc engager l'entreprise sur cette controverse. Et donc, automatiquement, l'entreprise va intégrer notre plan d'engagement ciblé et donc se retrouver dans nos futures cibles pour nos rendez-vous d'engagement. Donc, on va les solliciter.
Là, on fait le lien plutôt avec d'autres thématiques ESG, parce qu'effectivement, les controverses, c'est un autre process. Du côté du FIR, je sais que chaque année, vous mettez une thématique phare qui va guider vos actions d'engagement. C'est quoi la thématique de cette année et ce qui est ressorti effectivement les messages clés qui sont ressortis des derniers briefs investisseurs que vous avez eus notamment, ou qui fixent ces points? Alors, sur les thématiques, donc les campagnes thématiques, je pourrais citer un exemple de sujet social et un exemple de sujet plus environnemental, qui en fait sont des campagnes qui reviennent sur plusieurs années. Et effectivement, à côté, on a aussi une activité de brief investisseur où là, on va plus se mettre en calé avec l'actualité, les sujets d'actualité, qui peuvent revenir. Enfin, on peut tout à fait réaliser un brief investisseur sur un sujet qui aura déjà été traité par le passé et qui redevient un sujet d'actualité. Donc, pour ce qui est des campagnes thématiques, depuis 2021, on a travaillé sur le travail forcé et le travail des enfants avec une ONG qui s'appelle Ressources Humaines Sans Frontières, qui a aidé à formaliser un cadre d'analyse pour les investisseurs. Et donc ces investisseurs qui ont travaillé, qui ont co-construit ce cadre avec l'ONG, l'appliquent aujourd'hui dans leurs engagements avec une dizaine d'entreprises. Et c'est quelque chose qui a commencé en 2023 et qui se poursuit là sur plusieurs années. C'est un sujet qui est très compliqué, qui demande d'aller très en profondeur dans la chaîne de valeur des entreprises, donc qui prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on le traite sur plusieurs années. Et si je parle d'un sujet environnemental, sur la dimension sur les travaux qu'on mène autour du C on Climate, donc on a défini un cadre d'analyse pour les plans de transition, pour analyser les plans de transition. Et on a restitué ces travaux. Voilà, on a fait un bilan. Et je pense qu'en quelques mots, les messages clés qu'on peut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises, en tout cas dans celles qu'on a analysées, qui ont pris des objectifs ambitieux, net zéro, mais on n'a pas forcément un suivi systématique des plans d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, c'est le message qu'on peut faire passer, c'est d'accentuer l'effort sur les plans d'action, les investissements, etc. Un grand merci. Merci Lorraine, merci Marie pour vos éclairages, vos retours d'expérience et d'avoir donné aussi pas mal d'outils, d'idées pour ceux qui nous écoutent, qui veulent effectivement avoir une stratégie beaucoup plus ambitieuse. On voit bien effectivement que même si le cadre réglementaire aujourd'hui global au niveau européen n'aborde pas complètement ces sujets, on voit que les initiatives de place, les initiatives qui proviennent des investisseurs aujourd'hui montrent l'exemple et donnent des billes pour ceux qui veulent mettre en place. C'était important effectivement pour nous d'avoir ces deux perspectives assez différentes pour vous montrer un peu tout ce qui existe aujourd'hui sur la place en termes de boîte à idées. Et c'était effectivement assez intéressant de prendre point par point, de voir au concret comment vous menez vos actions et comment vous faites les choses. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout avec nous. On est ravis d'avoir pu aborder ce sujet très important pour nous et qui va pouvoir, je pense, rythmer les prochaines actions sur la place. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On continuera à y répondre. Un grand merci et bonne journée à tous. Au revoir.